Herb Greer accompagna 2 fois le FLN. La première fois en partant du Maroc, la seconde depuis la Tunisie. Voici ces images. Ce sont surtout les conditions de vie des Moudjahidines qui l'intéressaient. Well, the medical facilities, at least in the first year that I was reporting on the rebels, they were not so much primitive or crude as just non-existent. There were no real medical facilities as such. They had people they called nurses. They had people they called doctors. I saw a particularly awful thing in which a man with a grenade fragment in his leg was put down on top of a rock in open country. They spread a few blankets over a rock. They put him down on this rock. Some local anesthetic was injected into his leg wrongly because the man who did it was not a doctor. He was a second-year medical student. And then the man proceeded to try and dig out of this calf muscle a grenade fragment. Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre rendez-vous culturel qui explore la littérature, les arts, l'histoire aussi, à travers le fil conducteur des sciences sociales. Ce soir, justement, nous allons parler d'histoire, puisque nous allons évoquer notre glorieuse révolution. Révolution dont Frantz Fanon a dit qu'elle était la guerre de libération la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour briser la conquête coloniale. C'était dans l'an 5 de la révolution algérienne. Et dans ce même ouvrage, Fanon va dire, côte à côte, ensemble, nos sœurs brisent un peu plus le dispositif ennemi et liquident définitivement les vieilles mystifications. Parmi ces sœurs, j'ai ce soir le plaisir et le privilège d'accueillir Madame Chellali Yamina. Madame Chellali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un immense plaisir. Madame Yamina Chellali, vous êtes retraitée de l'éducation nationale, Oui, ancienne maquisarde, oui, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en 2018 aux éditions ANEP, oui. qui s'intitule « Une femme au maquis ». Et comme son titre l'indique, qui retrace votre parcours dans les rangs de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Merci encore, Madame, pour votre présence. Je vous remercie. Merci, Madame. Et pour apporter un autre regard, puisque c'est le thème de l'émission, j'ai aussi le plaisir d'accueillir le préfacier de cet ouvrage. Il est chercheur, historien. Vous connaissez, sinon, en tout cas son visage, son nom, s'il ne vous est pas connu, il vous est du moins familier, puisqu'il s'agit de Monsieur Fouad Soufi. Monsieur Soufi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Oh, c'est quand même nous qui vous remercions. Hein. C'est un immense plaisir. Ben, c'est réciproque. Merci, Monsieur Soufi. Donc, nous allons avec Madame Chellali et Monsieur Soufi lever le voile sur, ou en tout cas redécouvrir ensemble, un aspect de notre révolution, peut-être un petit peu méconnu par rapport à d'autres, à savoir le rôle primordial qu'ont joué les femmes dans cette révolution. Donc, Madame Chellali, votre magnifique récit, certes bref mais éminemment instructif, s'ouvre d'abord sur la genèse un peu de votre parcours, à savoir l'exode qu'a subi votre père Béahmo à l'âge de 10 ans, à cause des séquestres, d'une part, et d'autre part, pour fuir la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire en vue de la grande boucherie de 14-18. Et vous dites dans ce récit que ça a été un déracinement qui l'a marqué toute sa vie. Oui, oui. Et donc il va grandir, il va devenir commerçant, il va se former de manière autodidacte et il va en parallèle, c'est là que nous allons bientôt déboucher sur votre parcours, il va céder une maison à un talib qui lui aussi s'est exilé à Oujda, puisque c'est là que vous vous êtes exilé, à condition cependant que cette maison serve d'école coranique. Oui, Voilà. c'est les filles. Exactement. Et cette même école va être ensuite transformée en 1948, grâce à la cotisation de l'ensemble des villageois. Elle va être transformée en madrasa. Madrasa que vous allez fréquenter en parallèle à l'école française obligatoire de 8h à 17h. Donc vous allez fréquenter quelque part un peu les cours du soir. Oui,
Et c'est ce qui va faire votre parcours. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette double Oui, formation, si je puis dire. Oui, avant, il n'y avait pas de médersa. C'était à Oujda. La ville frontalière où mon père s'est exilé, c'était Oujda. Absolument, oui. Et le Maroc aussi, il était sous protectorat. Certes. Donc les médersas étaient très très rares, même au Maroc. Il y avait des écoles coraniques où les enfants apprenaient le Coran. Oui. Ou le hadith, ou le tawhid, tout ce qui est sharia. Et la langue arabe qui avait été décrétée étrangère. Exactement. Et à partir de, si j'ai bonne mémoire, 48, 45, 47, ces écoles coraniques ont été transformées en médersa dans certaines villes, grâce aux dons des citoyens, des gens qui étaient pour la langue arabe, dont mon père en était un. Il a cédé cette petite maison à un talib. Très bien. Oui, ce talib qui venait d'une zone vraiment désertique du Maroc, du sud du Maroc, Tafilelt. Il a atterri à Oujda avec ses enfants et tout, parce qu'il y avait aussi des épidémies, il y avait la sécheresse, il y avait donc les gens montaient vers le nord. Oui. Et mon père a donné cette maison à ce talib, à condition d'enseigner le Coran aux enfants. Bon, mes grandes sœurs et mon grand frère ont fait partie de cette promotion de Coran. Quand on est arrivé, nous, avec ma sœur, l'école coranique est devenue médersa. Ils ont installé des tables et tout. Et comme nous, on était déjà inscrits à l'école obligatoire, l'école française, on apprenait que le français, bien sûr. On apprenait l'arabe. Les parents qui voulaient que leurs enfants aillent à la médersa, on était inscrits au cours du soir. Voilà, de 17h à 20h. La médersa est ouverte toute la journée. Oui. C'est-à-dire de 8h du matin à 20h. Alors de 8h jusqu'à 5h, c'était les élèves qui n'apprenaient que l'arabe. Oui. Il y avait certaines familles qui préféraient laisser leurs enfants à la médersa. Absolument, oui. Oui, ils apprenaient tout. Il y avait l'histoire, la géographie, les mathématiques en arabe. Hein. Le théâtre, le solfège. Le théâtre, tout, la musique, tout. On appelait ça le groupe des arabisants. Et nous, c'était les francophones. Oui. On allait à la médersa de 5h à 8h du soir. Absolument. Et on apprenait tout aussi. Et puis le week-end, je me rappelle que c'était le samedi, je crois que c'était le samedi, on était mélangés. Il y avait les arabisants et les francophones. C'est-à-dire on se connaissait. Absolument. On avait des troupes de théâtre, on avait le groupe de scouts, on avait le... Et c'est le... Comment dirais-je? C'est le noyau du nationalisme. Oui, de la résistance. De la résistance. D'ailleurs, vous faites finalement 12 heures d'école par jour. Voilà, exactement. Pour pouvoir garder cette dimension nationale. Pour pouvoir garder cette dimension. Ce qui va vous préparer ensuite au rythme... Ah oui, c'était vraiment au gros rythme de travail que vous allez rencontrer lorsque vous serez convoqué par l'état-major de l'ALN. On va y arriver. Oui. Avant cela, je me tourne vers M. Soufi pour approfondir un petit peu cette question des séquestres et cette masse de paysans qui, du jour au lendemain, suite à l'arrivée des colons, se retrouvent dépossédés de tout moyen de subsistance, qui sont obligés, qui se retrouvent prolétarisés du jour au lendemain, et qui se retrouvent obligés de louer leurs bras pour des salaires inférieurs au niveau de subsistance, ce qui va donner, je pense qu'on ne le rappellera jamais suffisamment, cette famine à la limite du génocide, que vous avez d'ailleurs évoqué auparavant dans les dossiers de la mémoire, avec M. Amazit et M. Arab, et qui va provoquer une véritable hécatombe au sein de la population algérienne, puisqu'on a réellement frôlé l'extinction. Peut-être que les gens n'ont pas suffisamment conscience de cela. Peut-être même pas du tout, mais c'est normal. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir une politique d'extermination aussi sauvage. Ensuite, si ça n'a pas été imaginé, ça a été quand même combattu par des journalistes français qui ont dénoncé ce qui se passait, qui ont rapporté. Mais ça a commencé bien avant. Là, on est déjà à la fin du 19e siècle. Oui, au début du 20e. Ça a très bien été décrit par Gilles Alissari. Absolument. Qu'il faut toujours saluer avec respect.
Mais ça a commencé très vite avec la politique de la terre brûlée de Bugeaud. Oui, avec ces exécutants Pélissier, Saint-Arnaud. Voilà, c'est qu'on ne peut pas dire... non, ils sont venus un petit peu avant ceux-là. Ceux-là, ils étaient carrément dans l'extermination de la population. Bugeaud, il a été plus vicieux et plus radical. Ils vont mourir tout seuls. Il faut les pousser à mourir tout seuls. Non, on ne va pas les tuer. Ouais. Et c'est ce qui s'est inscrit dans l'histoire de l'Amir Abdelkader. Ensuite, les tribus qui ont fui au Maroc ont été toutes séquestrées. Toutes leurs terres sont... Et quand elles sont revenues, évidemment, dans un état de misère totale. Mais l'histoire joue toujours des mauvais tours à ces mauvais élèves. C'est parce qu'en fait, en poussant à la paupérisation générale, elles ont entraîné, notamment dans l'Ouest, plus qu'à l'Est, elles ont entraîné petit à petit à la naissance du salariat. Or, le salariat va faire rentrer, ça va être un état d'esprit nouveau, notamment à la veille de la Première Guerre mondiale et après, parce que ça va faire naître des besoins nouveaux et des revendications nouvelles. Et un brassage nouveau aussi. Et ça va provoquer des rapports effectivement nouveaux, c'est-à-dire qu'à la limite, lorsqu'on arrive au milieu pas au milieu, mais dans les années 30, lorsqu'il y a une grève des dockers, que ce soit à Mostaganem par exemple ou à Oran, c'est toute l'économie coloniale qui va chanceler. Oui, bien sûr, puisqu'elle ne peut plus exporter. Les bateaux sont coincés. Lorsque il va y avoir une grève pour, par exemple, celle de Svizov, Mercier-Lacombe, les viticulteurs, ça y est, pour eux, c'est la crise. Oui, absolument. On ne travaille plus. De toute façon, on meurt de faim pour des salaires de misère. On s'en passe. Oui. Et les viticulteurs, c'est comme quoi je vous dis, chaque fois, les mauvaises politiques entraînent des réactions plus violentes que les premières. Eh bien, les viticulteurs vont très vite comprendre qu'ils peuvent augmenter le salaire des ouvriers agricoles sans pour autant perdre beaucoup d'argent. Absolument, oui. Par contre, les céréaliculteurs ne vont pas accepter. Les céréaliculteurs de la région de Tiaret, avec le maire de Tiaret, ils étaient tellement puissants d'ailleurs que la commune de Tiaret, c'est pour vous expliquer l'état d'esprit de ces gens-là. Bien sûr. La ville de Tiaret ne relevait pas de la sous-préfecture de Mostaganem, mais de la sous-préfecture d'Oran. Pour eux, la sous-préfecture d'Oran, ça fait plus que Mostaganem. Mais en réalité, ça ne changerait strictement rien, ni à leur richesse, ni à la misère des ouvriers agricoles de leur région. Et ils vont aller jusqu'à décréter la grève contre les grévistes, même européens. Donc ça veut dire que ce système colonial qui va s'imposer et conduire, parce qu'il avait en arrière-pensée la volonté de raser la terra nullius. Voilà. Il n'y a que nous. Oui. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Oui. Voilà. Alors, ils s'en fichent de ce qui va arriver, mais ça va être impossible parce que ce peuple ne va pas se laisser faire. Oui. Il y aura une résilience que n'imaginez même pas. Et pourtant, combien de femmes on a retrouvées mortes de faim sur les routes, justement dans la région de Tiaret, avec leurs bébés qui étaient encore en vie. Combien de gens sont morts. Ils mangeaient des insectes, ils mangeaient des herbes, évidemment, c'était la dysenterie, c'était ça. Mais c'est difficile, parce que là, je ne veux pas répéter, il faut lire le livre de Gilles Lissari, de toute façon, qui n'a même pas été réédité. Bon, je crois qu'une fois il a été réédité. Le désastre. Le désastre colonial. Le désastre démographique. Eh bien, ce désastre démographique, j'entendais il y a 3 ou 4 jours un historien français, de droite, mais il essaye de travailler. Il dit que au niveau des... lui parle
au niveau du recensement, en fait, c'est un dénombrement, ce n'est pas un véritable recensement. En 1856, c'était la population, la colonie de peuplement avait échoué. Moi, je crois que c'est un peu plus tardif. C'est un peu plus tardif, mais la résilience, moi j'aime bien ce mot maintenant, même s'il est à la mode, démographique, va faire que le peuple va revenir. Absolument. Jusqu'à arriver à un niveau de... impossible pour de 10 pour 1. Ah, voilà, c'est-à-dire qu'il 9 est millions impossible, d'Algériens pour 1 million de colons. Ça c'est à la fin. Il est impossible, pratiquement 1890, impossible à la colonie de peuplement de rattraper le peuplement autochtone, le peuplement indigène, comme il disait. Mais ça n'empêche pas que dans la tête, ça tourne encore. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ce qui tourne maintenant dans l'esprit des dirigeants sionistes qui ne veulent pas tomber dans le même piège et qui intensifient leur nettoyage ethnique afin de réaliser la majorité démographique qui, selon eux, permettrait leur hégémonie. Mais elle est impossible à rattraper. Comme hier chez nous, comme aujourd'hui ailleurs. C'est impossible à rattraper. Mais les deux indices qui me permettent de comprendre que ça fait partie du système colonial. Absolument, où qu'il se trouve. Oui. Ça fait partie du système colonial. En 1933, il y a un député français qui écrit un papier sur l'Oranie et qui dit le département d'Oran compte 300 000, en 1933, compte 300 000 habitants, auxquels il faut ajouter 1 million d'indigènes. C'est la portion congrue. Pour dire où il est, lui. Hein. Bien. Et le deuxième exemple, c'est dans un article en 1937. J'aime bien les répéter. Hein. J'agace peut-être, mais j'aime bien les répéter. Non, mais c'est significatif. Il y a un article dans le journal de gauche, hein, Oran républicain. C'est celui qui précède. Oui. Il est plus antérieur à Alger républicain. Certes, oui. Et il est plus à gauche qu'Alger républicain, ce qu'on ignore. Mais ça fait rien. Il y a un article. Vous n'avez qu'à vous partir au Niger. Nous sommes ici chez nous. Dans un journal d'Oran, hein, qui était ouvert. C'est-à-dire on l'appelait le journal des Arabes. Et il était interdit à la vente dans certains milieux, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est cet article. Partez-vous au Niger. Nous sommes ici chez nous. Absolument. Quelle est votre histoire là? Oui, quel est votre problème? Encore une fois, moi aussi, je vais peut-être agacer, mais ça me rappelle un peu ce parallèle avec Arafat, lorsqu'il disait, Yasser Arafat, qui disait on m'a reçu à l'ONU avec certains hurluberlus, on m'a reçu avec des go home, c'est-à-dire rentrez chez vous. Oui. Et il leur dit je suis là pour ça. J'aimerais bien. Voilà. Je me tourne vers vous, Madame Chilali. Pour un peu retracer ensemble votre parcours. Donc on a parlé de l'école publique, enfin, entre guillemets, et de l'école et de la madrasa, qui est la réelle école publique à mon avis, en tout cas pour nous. Et vous êtes politisé très tôt, hein, puisqu'à 17 ans déjà, vous êtes membre de l'UGMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. Oui, parce qu'on a vécu dans un milieu déjà politisé, fertile. Oui. Mon père ne parlait que politique avec mes oncles, avec les gens qui recevaient. Et il recevait les oulémas d'Oran, d'Alger. Il les recevait chez lui parce qu'on était dans une zone frontalière, tout le monde venait chez nous. Et lui-même faisait partie de l'association des oulémas. Il faisait partie de l'association des oulémas et il ne parlait que de ça. Même quand on revenait de la médersa, il nous questionnait. On lui faisait le compte rendu, on a appris ça. Et on ne se rend pas compte, il bifurque vers la politique, vers le nationalisme. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui ce souci de vous former. Exactement, exactement. Et en plus de ça, on a fait les scouts musulmans. Ah oui. Et moi, j'ai toujours dit, je n'arrêterai jamais de le répéter, que le scoutisme, c'est une vraie école. Une école de nationalisme, une école de rigueur, une école de discipline. On apprend des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et qui vont vous servir plus tard, durant la Révolution. Dans votre vie déjà. Certes. Dans toute votre vie. Et jusqu'à présent, on a des notions du scoutisme qu'on garde toujours et qu'on applique aussi, nous, à nos enfants. Donc c'est ça qui a fait notre force. Umbadjet l'UGMA, en 1955. Déjà, en 1954, il y avait la Révolution, le 1er novembre.
Donc, ce qui s'est passé en Algérie, s'est passé au Maroc, surtout à la ville frontalière. Il y avait déjà des réfugiés qui rentraient. Oui. Et en 1955, les premiers moudjahidines blessés qui rentraient vers les bases arrières. Oui. Bon, après, c'était toute une organisation qui s'est créée à la frontière. Dont fait partie votre père Berhmo comme Oui. chef de cellule. Et toutes les maisons d'Algériens qui habitaient les habitants d'Oujda ont cédé leurs maisons au FLN, aux moudjahidines. Structure, oui. Déjà, le mouvement commençait. Il y avait des cellules féminines du FLN qui commençaient à se créer. Donc on était déjà, comment dirais-je, au parfum. Je m'excuse du terme. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Mais oui, mais on était déjà dans le bain. Exactement. Et qui jette la grève des étudiants le 19 mai 1956. Absolument. On lisait les journaux qui venaient d'Alger, des combattants de la guerre et tout. On a fait une demande à c'était notre responsable direct, c'était Sir Omar Gharbi, Allah yarhamou, responsable de l'UGMA, de notre cellule à Oujda. Donc on a fait une demande à Sir Omar Gharbi, comme tous les étudiants de notre groupe, de notre âge, qui voulaient absolument rejoindre les maquis. Oui, oui. Alors notre première demande a été, ils ont dit non, vous êtes encore jeune et vous êtes plus utile ici à organiser, à faire ceci. Le maquis, c'est pas pour vous, vous n'avez pas de formation. Et on a encore fait une deuxième demande, on a relancé la chose. Et la deuxième fois, la demande a été acceptée. Et c'est à partir de là que commence notre parcours dans la Révolution. Oui, une véritable épopée sur laquelle on va développer. Oui, oui. Avant... C'est un grain de sable. Certes, mais... ça quand même. Oui, non. De votre point de Je vue, veux dire- peut-être, mais... Non, par rapport à la Révolution, c'est un grain de sable qui servira parce qu'il y aura d'autres grains et ça fera une muraille. Mais on va voir à quel point ce parcours est typique et à quel point votre témoignage se recoupe non seulement avec les témoignages d'autres moudjahidat ou d'autres moudjahidines, mais avec aussi des théoriciens. Et je me tourne vers M. Soufi. Madame a évoqué 1956 et France Fanon, toujours dans l'enceinte de la Révolution, où tout un chapitre est accordé justement à l'enrôlement des femmes dans la Révolution, à l'engagement des femmes dans la Révolution. Il dit qu'en 1956 déjà, le FLN commence à intégrer les femmes. D'abord, ce sont les femmes des militants. Ensuite, de plus en plus, et là je cite, j'ouvre les guillemets, le volontariat. Ça rejoint votre biographie. Le volontariat, de plus en plus nombreux des jeunes filles, conduit les responsables à s'appuyer indifféremment sur l'ensemble des femmes algériennes. C'est-à-dire qu'il y a, on le voit d'ailleurs chez Madame Chlali, il y a une insistance. Ce n'est pas les responsables qui vont chercher les femmes et les jeunes filles, les étudiantes, etc. C'est l'inverse. C'est les responsables qui étaient contre. Non pas contre, mais peut-être en tout cas qui étaient réticents. Fanon l'explique peut-être. Je suis méchant. Si vous permettez, oui, toutes les madames. J'ajoute Bien sûr. quelque chose. Je vous en prie. C'est pas les responsables, comme il a dit, qui étaient contre, mais c'était une véritable révolution de la société. Voilà. D'une part. Parce que de notre temps, la jeune fille, elle sortait pas toute seule. Oui. On allait à l'école accompagner, on revenait accompagner. Mais donc je vois mes enfants, mes filles, c'est un autre monde. D'où le terme qui est le plus approprié, à savoir de révolution. C'est une vraie révolution qui s'est produite dans la société. On va voir d'ailleurs comment vous avez vécu, vous, votre départ avec... c'est ça le problème. Oui. Mais il y a aussi peut-être une autre considération, et je vous laisse la parole, Monsieur Soufi, c'est à savoir que lorsqu'on se représente ce qui attend le militant lorsqu'il est arrêté, et qu'on songe qu'on va engager les femmes là-dedans, il y a aussi ce haut le cœur d'imaginer nos sœurs, nos femmes, etc., entre les mains des paras. Oui. Et puis, c'était une très grande responsabilité, soit du chef de la zone, soit du chef de la Katiba, c'était une très grande responsabilité. Il jouait tout à la fois le père et le grand frère. Oui. Donc, il préférait
Mais celui qui va faire la révolution, je peux le dire comme ça maintenant, et vous me direz ce que vous pensez, ça va être Abdelhafid Boussouf. Justement, oui. Oui. C'est lui qui va créer cette histoire de binôme. Casser le tabou. Hein. Il va envoyer des contrôleurs et des contrôleuses en binôme. Oui, oui. Il ne va pas envoyer les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Il va les envoyer en binôme, hein, à travers toute la zone 5 de l'époque et la Wilaya 5. Et ça va créer, quand elles vont arriver en tenue de combat au beau milieu d'un petit gourbi, mais elle racontera ça mieux que moi, puisque... Elle y était? Mais on a d'autres témoignages. Oui. Hein. Yamina Chavad le raconte. Et surtout, on a ces deux films. Bon, d'abord les films de Amin Qais. Oui, vous citez dans votre préface. Oui. Voilà, je les cite parce que effectivement, ça a ouvert des horizons aux historiens, des horizons jusque-là impensables. Oui. Et il y a le premier film qui avait fait à l'époque, le film de Hassan Bouabdallah, Barberousse mes sœurs, hein, Barberousse mes sœurs, qui va lui aussi faire bouger cette société 40 ans après. Comment des femmes qui étaient en prison. Et non, il y avait pire que ça. Il y a eu des pires et mieux d'ailleurs. Ça inspire même aussi de jeunes écrivains. Hein. Je pense à Mohamed Abdallah et n'oubliez pas nos sœurs de la Soumam. Oui. Même la jeunesse reprend le flambeau et est inspirée par ce pan glorieux de notre histoire. Et il y a des femmes partout. Absolument. Il y a des femmes partout et c'est pour ça que je dis certains officiers de l'ALN n'étaient pas très chauds. Oui, pour des raisons... Moi j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient contre, c'est pour créer le débat. Oui. Ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient... Pour faire sortir les nuances. Oui, donc, voilà. Pour faire sortir les nuances. Donc ils n'étaient pas d'accord avec cette présence parce qu'ils disaient ça va nous créer des problèmes et surtout pour eux c'est une très grande responsabilité. Et celui qui va prendre cette très grande responsabilité, c'est Simbrouk. C'était Boussouf. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres avant, mais c'était des initiatives individuelles. Claudine Chollet n'a pas attendu l'ordre de Boussouf. Oui, justement. Pour se mêler de... Oui. Elle a adhéré bien avant d'ailleurs beaucoup de... Mais bon, peu importe. Et donc il n'y a pas que Claudine Chollet, la secrétaire de Abden Ramdan et d'autres personnes. Oui. Mais pourquoi j'insiste sur ce qu'a fait Boussouf, c'est qu'il a structuré le mouvement. Absolument, puisque de toute façon, spontanément, on va le voir avec le récit de Madame Chlali, déjà les femmes rurales portent le poids de la révolution, déjà concrètement. Et donc, dans ce fameux récit, donc première requête sans réponse, la deuxième, enfin, la convocation de l'état-major arrive, et là, premier dilemme, comment faire pour l'annoncer aux parents? Oui. C'était le grand point d'interrogation. Oui, alors vous êtes convoqués, vous et votre sœur aînée, Khadija Chlali, son nom de combat c'est Rannouja. Oui. Donc vous êtes toutes les deux convoquées par l'état-major, vous avez 17 et 18 ans respectivement, et que faire? Comment annoncer la nouvelle aux parents? C'était impossible. Déjà avec mon père, on avait un très grand respect pour mon père. Et alors ma mère, il n'en était pas question, parce qu'elle est belle que les mamans, c'est toujours... Bien sûr. Et elle attendait avec impatience. Déjà, quand on revenait de la médersa, à 8h du soir, 8h30, elle était là à attendre avec impatience. Oui. Tous les soirs, déjà on lui a fait subir Samskina pendant des années. Donc, pour lui dire qu'on va partir au Marquis, ça c'était hors de question. Pendant 4-5 jours, on a réfléchi à ce problème avec ma soeur. Tous les soirs, on faisait des débats. La nuit avant de dormir, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on va faire. C'était vraiment... Et finalement, on a décidé de laisser une lettre à mon père. Parce que nous, on va à la médersa jusqu'à 8h30, 9h. Donc, à partir de 9h, on a dit à notre soeur, tu remettras la lettre à mon père. D'ailleurs, même 2 jours après, on s'est retrouvés avec les copines du lycée. Il y avait Madame Rachida Miri, il y avait Hajjaj, il y avait Malika, il y avait
Khadija Brixi, oui. Enfin tout un groupe, Farida Qadiri. Oui, vous étiez 8 filles et 9 garçons. 8 filles et 9 garçons. On leur a dit, on a lancé l'idée de la lettre. Nous, on va écrire la lettre. Et comme Khadija Brixi, elle était très copine avec ma soeur, Allah yarhamha, elle voulait aussi laisser une lettre. Alors elle a dit à ma soeur, moi ma lettre, je te la laisse chez toi, tu la donnes à ta soeur, et c'est ta soeur qui va la ramener chez moi. Elle nous a encore posé un autre problème. Compromise, oui. Et c'est à partir de là qu'on a écrit la lettre et qu'on l'a donnée à ma soeur pour annoncer la nouvelle. D'ailleurs, votre sœur Al-Birahma va avoir une parole prophétique. Elle va dire, si tu reviens avant moi, elle va vous dire, si tu reviens avant moi, n'oublie pas de dire à nos parents de nous pardonner notre fugue. L'amour de la patrie était le plus fort. Oui, oui. Et on va voir, elle va tomber les armes à la main, on va voir, elle va tomber shahida les armes à la main. Parce qu'on est parti toujours avec cette idée qu'on est sorti sans l'accord de nos parents. Oui. C'était la société qui voulait ça. Oui, et puis aussi pour une destination. Oui, pour une destination que ma soeur elle allait sans retour. Bon, ceux qui sont revenus, qui flânent. J'ai toujours dit, nous, et on est revenus en vie, nous sommes des miraculés. Certes. Parce que quand je vois ce qu'on a vécu, moi, tout ce que je fais, moi, c'est pour les gens qui sont morts. C'est pour les chouhada. Oui. D'ailleurs, là, j'ai parlé beaucoup de chouhada. Et j'ai dit, j'ai vécu l'istiqlal, je ne sais pas moi. C'est-à-dire, je n'ai fait que mon devoir, en quelque sorte. Mais je me mets toujours à la place de ceux qui sont des jeunes, 17, 18 ans, 20 ans, filles et garçons. Hein. Oui, on va voir. On va voir aussi que ça va être des familles entières. Avec Khalti Aïcha, on va voir les figures que vous avez rencontrées. Oui, oui. Quelque part, en fait, vous êtes fidèle au testament de Didouche. C'est-à-dire, si nous tombons, défendez nos mémoires. Et donc, vous êtes convoqué par l'état-major et le 15 janvier 57, vous rencontrez Abdelhafid Boussouf, qu'a évoqué M. Soufi, et la formation commence. C'est 45 jours de formation intense, continue et intense, à laquelle, heureusement, vous étiez un petit peu préparé déjà par votre quotidien. Et là, vous allez apprendre l'organisation, vous allez apprendre les règles de la guérilla et, auprès de vos camarades. Et ça va être déjà en soi une magnifique aventure. Oui, on a déjà vécu la réalité dans cette formation. Oui. Et je me tourne vers M. Soufi concernant cette question de la formation, etc. Quand on dit révolution, ça fleure un petit peu l'aventure, l'épopée. Et peut-être qu'on ne se rend pas suffisamment compte, le récit de Mme Chellali le montre à merveille, à quel point ça rime surtout avec discipline et organisation. Minutieuse. Alors, non seulement minutieuse, mais on peut poser la question à Mme Chellali, puisqu'elle est là. Si je me trompe, elles étaient, je crois, si je me souviens bien, parce que j'ai discuté avec elles et puis j'ai discuté avec d'autres. Elles étaient au rez-de-chaussée, elles ne savaient pas ce qui se passait au premier étage. Oui. Et ceux qui étaient au premier étage ne savaient pas ce qui se passait au rez-de-chaussée. Le cloisonnement mais alors, total. Hermétique. Un cloisonnement boussoufien. Voilà. Personne ne savait qui était qui. Cloisonnement hermétique, c'est déjà un pléonasme. Quand il y a des dames en bas, on peut les entendre. Quand il y a des hommes en haut, ils font du bruit. Nada. Vous me contredisez. Non. Et voilà. Non, je ne vous contredis pas, c'est la vérité. Mais ça, c'était la deuxième étape. Parce que pendant la formation, on était ensemble. On était filles et garçons. D'ailleurs, c'était Boussouf qui nous a fait la formation. Au Mberd, quand on est parti au Maki, on a fait la mission, on est revenu. Là, c'était la clandestinité dans les services de renseignement, la DVCR. Non, là, ce dont je parle, non, là, vous allez rentrer dans un autre monde. Oui, là, c'est là qu'on était en bas et les garçons, vous allez rentrer dans un autre monde. Oui, service secret à l'époque. Oui, voilà, ça, c'est des services secrets. Sans la dimension action. Oui. Voilà. Maintenant, par exemple, pour la question du père, il faut lire ce qu'a écrit Madame Yamina Charad. On a l'impression qu'elle se copie. C'est la même histoire. C'est une convergence. Et Yamina Charad Ben Nassar dit qu'elle a informé sa sœur aînée.
Oui. On passe toujours par quelqu'un d'autre. C'est la sœur aînée. Bon, la sœur aînée qui était. J'ai l'impression que c'est votre parcours, technique, pas la sœur aînée. Oui, oui. La mobilisation, etc. Elle a compris ce que voulait faire sa sœur qui était infirmière. Absolument. Ben, il y a l'autre exemple, c'est celle qu'on voyait avec vous, Yemna, Awali. Awali, oui. Qui raconte comment elle a quitté le lycée de Tlemcen. Bon, c'est déjà un lycée, peut-être. Avec son ami Awisha. Voilà. Elle est morte shahida et qui lui dit je n'ai pas dit au revoir à mes parents, en gros, hein, oui. Et je sais que je ne les reverrai plus. Oui. L'autre, elle lui dit mais non, qu'est-ce que tu en sais, on verra. Elle a dit non, elle avait le pressentiment que je ne les reverrai plus. Oui. Et je ne reverrai plus Tlemcen et je ne reverrai plus... Quand elle avait pris le train avec Awali, voilà. Elles ont pris le train de Tlemcen à Marnia pour avoir, parce que elles avaient le contact avec le FLN, oui. Qui les font traverser sur le Maroc. Et quand elles étaient sur le train avec Awali, Awish Allah yarhamha, elle était adorable, cette fille, vraiment adorable. Elle regardait comme ça le train, la campagne, et puis Tlemcen qui s'éloignait la ville. Et bien, elle a dit à sa copine Farida, à Awali, je crois que je vais dire adieu à Tlemcen parce que je ne reverrai plus cette ville et je ne reverrai plus mes parents. Et Awali commençait à lui faire non, pourquoi tu dis ça, on va lutter pour l'Algérie, on reviendra, l'Algérie sera indépendante. Et Awisha lui a dit non, moi je pense que c'est ma dernière sortie de Tlemcen. Oui, non, oui. En termes de sacrifice suprême. De sacrifice suprême. Elle savait qu'elle allait partir avec un billet non-retour. Oui, elles étaient déjà prêtes pour ça et prêtes aussi pour ça. Mais en termes de sacrifice, il y a aussi d'autres figures que vous évoquez dans votre ouvrage. Il y a Shab, cette paysanne, Moussabbila. Là, qui a étonné tout le monde, cette dame. Non, elle m'a étonné déjà moi. Oui, mais vous racontez comment. J'ai raconté en style télégraphique. Mais que vous étonnez aussi. Oui, mais... Parce que elle vous propose de vous masser les pieds, vous déclinez poliment. Oui, elle pensait qu'on était des genoudes. Et elle reconnaît une voix féminine. Oui. Et elle vous prend dans ses bras. Alors là, c'était pour moi et ma sœur, Allah yarhamha, c'était, moi j'ai dit la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, j'ai dit à ma sœur, je crois que c'est le bon Dieu qui est avec nous. À notre âge, trouver une femme comme ça, comment qu'on a rencontré cette femme? On a traversé la frontière et tout est écrit sur le livre. Oui. Et il y avait des relais. Oui, puisque très rapidement, vous êtes plusieurs binômes, et puis au fur et à mesure de votre passage d'une zone à une zone, chaque binôme est affecté à sa zone de travail. Voilà. Pour situer le contexte. Oui, j'étais moi et ma sœur les derniers. Voilà. Donc on devait laisser ma sœur à la zone de Sidi Bel Abbès. Moi, je devais aller jusqu'à Saïda Mascara. Très bien. Et entre la zone de Sidi Bel Abbès et de Mascara, il y avait ce relais, Tsal Moujahidine, un Moussabbil. Moi, j'ai toujours dit que c'est le peuple qui a fait la révolution. Certes. C'est vraiment le peuple. Un Moussabbil qui vit tout seul avec sa femme. Shab. Et ils font la garde. Parce que la garde, vraiment, c'est... Vous parlez tout à l'heure d'organisation. Et c'est ça, l'organisation. Chaque poste, il y avait la garde. Ils savaient qu'il n'y avait pas les transmissions. Le khet, c'est le renseignement qui circule. Ok, il n'y a plus de renseignement, ça c'est le langage du maquis. Oui. Alors, j'ai le renseignement, ce soir les moujahidines vont passer. Alors ils leur donnent le nombre et tout. Et c'est le top secret, hein, parce que ça, bien sûr, c'est le secret qui a fait marcher la révolution. Oui, d'ailleurs, il y a 2 déserteurs que vous encadrez pendant votre marche et qui sont étonnés. À chaque fois que vous arrivez quelque part, tout est prévu, tout est prêt. Exactement. Et dès qu'ils posent la question, mais comment, vous avez toujours la même réponse. Nedam. Nedam, voilà. Ils étaient vraiment étonnés. Oui. On arrive à cette salle, on trouve
la sentinelle, il était 3 heures du matin, avec son fusil, qui disait Le mot de passe. guide, le mot de passe, parce qu'il y a toujours le mot de passe. Il lui donne le mot de passe, elle lui répète, et elle nous fait rentrer dans son petit gourbi. On peut dire que c'est un petit gourbi. Oui. Alors qu'elle avait tout préparé, le café, la galette, tout était prêt. Elle réveille son mari pour prendre la garde. Son tour de garde, Il oui. y a toujours quelqu'un qui... Et elle enlève sa khshaba, et moi et ma soeur, on découvre une femme avec ça. Moi, j'ai dit à ma soeur comme ça, regarde. Bon, on croyait qu'on était en train de rêver. Parce que j'ai une fille, c'est la première fois, la première fois où vous mettez les pieds au maquis, c'est impressionnant. J'imagine. Ça, il faut vraiment le vivre pour le... Jusqu'à présent, je sens avec le hibat. Elle me dit non, c'est une femme. Elle réveillait son mari pour aller prendre la garde. Elle commençait, parce qu'elle connaissait déjà les Jounoud. Parce que c'était la troupe, le transport des armes, les Oui. donc elle connaissait tout le monde, elle connaissait avec l'officier, le lieutenant. Elle commençait de faire le moujahidine et tout, puis elle venait vers nous. Elle voulait nous déchausser pour ma soeur. Moi j'ai dit non, moi je ne voulais pas parce que moi je devais continuer. Moi j'ai dit à ma soeur, tu devrais enlever parce que quand vous faites des kilomètres à pied, alors vous n'avez pas intérêt à vous déchausser. Oui, j'imagine. Bon, ça c'est une autre C'est les conditions, histoire. oui. C'est les conditions. Mais on s'habitue vite, hein. Évidemment. L'être humain, il s'habitue. Bah, évidemment. Oui, on s'habitue tout de suite. Mais ce qui nous a étonné, c'est cette femme. Oui, qui vous prend dans ses bras quand elle découvre que vous-même vous êtes des jeunes filles. Quand elle a vu qu'on était des filles, elle nous a enlacés, elle nous a embrassés. Elle nous a fait des éloges incroyables. Moi, j'ai dit à ma soeur, eh bien, tu vois, allez, de rencontrer une femme comme ça nous a boosté. Oui. On s'est senti, moi je me suis senti pousser des ailes. J'étais aux anges. J'ai dit, s'il y a des femmes comme ça au maquis, alors nous, on n'est rien. Il y a d'autres figures aussi que vous allez rencontrer, notamment Khalti Aïcha, une autre Moussafila, qui aura donné à la Révolution son mari, ses 2 fils. Ses 2 fils. Dont le douar sera rasé. Tout. Et qui va recueillir les quelques orphelins rescapés de cette expédition punitive. Oui. Et, ce qui m'amène, M. Soufi, à cette double fusion, celle de l'ALN et de la population, on l'a vu avec Mme Chelali, mais aussi celle de l'armée coloniale et du colonat. Ça, c'est évident. Oui. Madame Chelali évoque les colons sur lesquels sont érigés les postes de commandement de l'armée coloniale et dont certains vont subir des expéditions punitives de la part de l'ALN. C'est-à-dire que le mythe de l'ALN contre l'armée coloniale, c'est... D'ailleurs, pour rappel, la première bombe, le premier attentat à la bombe est le fait justement des ultras... Oui, d'Achiari ou d'Achiari, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est la rue de Thèbes. La rue de Thèbes. Thèbes. C'est pas Achiari, mais c'était le commissaire, c'était ce qu'on appelait la main rouge. C'est-à-dire des policiers qui se transformaient en tueurs. Oui, et notamment Froger qui est connu aussi. Oui. Froger, c'est le... Amédée Froger, oui. Amédée Froger, c'est une autre histoire plus compliquée. Mais quand vous parlez des colons, dans leur ferme, par exemple, leur ferme était électrifiée. Oui. Les murs étaient électrifiés. Et il y avait parfois des soldats à l'intérieur des fermes. Militaires, oui. C'était devenu des postes militaires, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs d'évoquer un beau petit livre de Ammar Belkhouja sur Marie-Claire Boyer. Une fermière, j'allais dire, une dame qui avait une ferme avec son mari et qui avait refusé la présence des militaires et qui va être, qui va être liquidée par... Alors, ils ne viennent pas en tant que militaires dans la journée faire une opération à la recherche. Oui, c'est une opération de barbouze. Une opération barbouze. Tout ça parce qu'elle les a refusés. Bon,
effectivement, elle les a refusés parce que les Moudjahidines venaient. Oui. Ils faisaient des haltes chez elle, volontairement ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que les gens de Tiaret ont honoré cette dame. Oui. Hein, plus que son mari d'ailleurs, et j'ai jamais compris pourquoi, mais ça fait rien. Je ne suis pas obligé de tout comprendre. Donc ça veut dire que la majorité, effectivement, des colons qui avaient des fermes ont vu dans toutes les plaines, disons en Wilaya 5 en tous les cas, parce que vous savez qu'on les voit encore, ces fermes avec les fils électriques. Bien sûr, c'est plus électrifié, hein, mais on les voit encore de temps en temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a une fusion jusqu'à l'ouest entre l'armée, on est venu pour vous protéger, française, on est venu vous protéger de qui? Des fellagas, des voyous, des bandits, ou sinon, etc. Voilà ce qui va vous arriver. Bon. Et l'inverse est aussi vrai, on l'a vu avec Madame Chellali. On connaît cette phrase célèbre, si le révolutionnaire est comme un poisson dans l'eau, alors on va enlever l'eau. On va enlever l'eau. Et donc on va se retrouver avec un autre déracinement encore, celui des camps de regroupement. Ah, ça, avec le travail des sections des zones administratives. interdites. Oui, des zones interdites. Oui, un crime. Le napalm. Ah oui. Mais vous montrez dans votre livre quand même que malgré cela, exactement, la population trouve le moyen et de vous ravitailler et de vous renseigner. Exactement. Parce qu'il faut savoir, quand la population ravitaille les Moudjahidines, il faut être bien clair. C'est pas le poulet rôti, c'est pas le mchoui. Quoique parfois, parfois les gens se saignent. Voilà. Abdelhamid Benzine en parle dans le journal de marche. C'est vrai. Les gens se saignent. S'il leur reste un poulet, ils le tuent. Ils le tuent à l'arrivée des Moudjahidines. C'est pas systématique. En réalité, c'est la galette. Oui, mais c'est déjà, à l'époque, c'est déjà immense. Oui. Voilà, c'est ce que vous déjà un luxe. La galette et les dates, c'est tout. Oui, d'ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure les deux déserteurs, un légionnaire et un de l'armée française, qui à chaque fois étaient ébahis par... D'ailleurs, quand vous repassez chez Shab, elle vous prépare une galette chacun. Exactement, chacun, parce qu'elle sait ce qui vous attend. À ce moment-là, vous allez traverser la ligne Maurice. Oui, c'était déjà la ligne Maurice. Voilà, elle connaît déjà le parcours du combattant qui vous attend. Et Shab m'évoque un petit peu... Elle mérite un film. Absolument, absolument. Et ça m'évoque un petit peu cette ombre gardienne qui est à la fois un recueil de poésie de Mohamed Dib et le titre de notre rubrique qui lui est consacré puisque c'est le centenaire de sa naissance. Donc on va redécouvrir un pan de son œuvre ensemble avec nos chers compatriotes qui nous suivent. Comme d'habitude, je vous retrouve juste après le jingle. Shab, cette ombre gardienne qu'on imagine non seulement au combat, mais aussi avant le combat, c'est un petit peu ce qu'évoque le poème qui ouvre le recueil et qui s'intitule lui aussi Ombre gardienne. Je vous laisse redécouvrir. Femmes, fermez vos portes, femmes, le sommeil amer remplira vos nerfs. L'eau, le sable ont usé la trace de vos pas, rien ne vous appartient. Lointains les quelques scintillements d'étoiles, opaque la terre alentour, les demeures sont noires qui abritent votre repos. Fermez vos portes, je suis la gardienne, rien ne vous appartient. Mais je chanterai à peine pour que ne se mêle guère la peine à votre sommeil. Paix à vous, mère, épouse, le tyran buveur de sang dans vos vents sera poussière. Je marche sur la montagne où le printemps qui arrive met des herbes odorantes. Vous toutes qui m'écoutez, quand l'aube s'attendrira, je viendrai laver vos seuils et je couvrirai de chants les ululements du temps. Ne demandez pas si le vent qui traîne sur les cimes attise un foyer, si c'est un feu de joie, si c'est un feu des pauvres ou un signal de guetteur. Dans la nuit, trempez encore, femmes fabuleuses qui fermez vos portes, rêvez. Je marche, les mots que je porte sur la langue sont une étrange annonce. Cette étrange annonce qu'on imagine bientôt être la guerre, l'épopée révolutionnaire
dont un pan glorieux est magnifiquement rapporté par Madame Chellali, ce qui nous amène à la conclusion de notre émission. Le temps est passé très vite, c'était passionnant de vous écouter tous les deux. Madame Chellali, j'ai l'immense plaisir et privilège de vous recevoir pour un petit peu effectuer ce devoir de mémoire que nous a demandé, entre autres, Bidouche Mourad Allah yarhamou. Ce devoir de mémoire que vous effectuez avec votre association, celle des anciens du Malg, les anciens malgaches. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en guise de conclusion? Ben oui, nous en 80. D'ailleurs, j'ai fait une petite page pour le Malg à la fin. Oui, oui. D'ailleurs, les annexes sont passionnantes, notamment avec ce poème. Nous n'avons pas eu le temps de parler du docteur Hakim, docteur et poète, Hakim, du docteur poète. Oui, et du docteur Khaled, docteur et immense organisateur. Ah oui. Mais on va évoquer ça brièvement. Je vous en prie, poursuivez sur l'association. L'association du Malg qui a été créée en 1990. Il y a eu autant de M. Merbah, Allah yarhamou, Qasdi Merbah, enfin, la plupart ils sont morts. Le but de cette association, c'était justement l'écriture de l'histoire. Parce que tous les gens de l'association, tous les militants, les moudjahidines de l'association du Malg, c'est des témoins vivants de l'histoire. Absolument. Ils sont nombreux. Bon, la plupart, ils ont décédé, Allah yarhamhum kamil. Amin. Et malheureusement, ils n'ont pas laissé beaucoup d'écrits. Hélas, oui. Hélas, c'est dommage, vraiment, c'est dommage, parce que c'était des monuments. Certes. C'était de vrais monuments. C'est là qu'on pouvait prendre la vraie histoire de l'Algérie. En guise de monument, vous évoquez aussi ces caches, ces hôpitaux clandestins, oui, qui sont des miracles d'organisation. C'est vraiment incroyable. Moi, quand j'ai vu pour la première fois un hôpital du docteur Hakim, d'ailleurs, dans la zone... Dans 6, le maquis, hein, il faut dans préciser. le maquis, oui. Creusé comme ça dans une petite colline, avec des petites pièces, tout peint à la chaux. Oui. Vraiment, c'était incroyable. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Parce que j'ai vu, dans le temps, j'étais jeune encore, un film sur la guerre du Vietnam. Et on a vu des petites cases comme ça. Mais j'ai dit, c'est pas, moi je rêve, je dois être au Vietnam. Mais c'est incroyable quand on voit l'imagination des jeunes Hadouk, jusqu'où ils peuvent aller. Oui, et leur abnégation, leur héroïsme. Héroïsme oui. Qui va jusqu'à impressionner l'ennemi, puisque votre sœur, j'avais dit tout à l'heure qu'elle a eu une parole prophétique. Oui. Votre sœur Khadija Chellali, Renouja de son nom de combat, est tombée les armes à la main. Et lorsque les soldats français découvrent que c'est une femme qui leur a tenu tête oui. Aussi héroïquement, le capitaine décide de l'enterrer avec les honneurs. Oui. Et ce sont 2 tirailleurs qui désertent suite à cet accrochage, qui désertent et qui vous rapportent cela. Parce que la wilaya de la zone 5 de Bel Abbès, il y avait des bataillons de tirailleurs algériens. Et la plupart, ils ont déserté. Voilà. Et le capitaine... à la zone 5, ils ont voulu au commandant Farraj, Allah yarhamou. Oui. Celui qui est mort avec l'autre Allah yarhamou. Malheureusement, personne n'en parle de cet homme. C'est un héros, c'est vraiment un héros. Nous, on ne l'a pas connu longtemps. Mais moi, je lance un appel aux combattants qui sont encore de ce monde et qui ont connu cet homme. Pourquoi ne pas écrire sur un jeune, mais plein d'esprit d'initiative, plein de courage, plein de... Mais alors, d'ailleurs, il a fait de la zone 5... Oui, Sifarraj, oui. Sifarraj, Allah yarhamou, la meilleure zone. Oui. Il était insaisissable. Insaisissable. Oui. Quand ils sont passés, Renouja, Allah yarhamha, avec son binôme pour rejoindre l'état-major, ils étaient obligés de passer le PC. Ouais, il est insaisissable parce qu'aujourd'hui, il a son PC ici et une semaine après, il a son PC à 60 km. Oui, une immense énergie, oui. Immense énergie et vraiment d'une intelligence incroyable. Remarquable, oui. Remarquable. Et il y a toute une galerie de personnages dans ce magnifique récit qui est écrit d'une manière très dense, limite, comme vous le disiez tout à l'heure, télégraphique. Oui.
Et comme on le disait avec M. Soufi, qui gagnerait à être développé sur un double aspect, c'est-à-dire Oui. à la fois académique par les historiens Oui. et esthétique par les romanciers, les cinéastes, Et etc. pourquoi le capitaine de l'armée française était étonné? Parce qu'il pensait que c'était le commandant Farraj. Oui. Il voulait à tout prix éliminer. Il pensait qu'en éliminant le commandant Farraj, la révolution allait s'arrêter. Oui, Mais malheureusement, ils se sont trompés. oui, parce que ce n'est pas une question d'individu. Oui, de personne. D'ailleurs, il y a aussi cette phrase de Bossoff que vous citez, là où les hommes faillissent, l'organisation Oui, triomphe. l'organisation triomphe. Et quand il a vu que quand même elle a tué, il y avait, de leur côté, il y avait 7 soldats tués et une quinzaine de soldats blessés. Et il y a où le Hajj hadak li kan maaha li mat miskin. Et son binôme, il a été arrêté, il était gravement blessé. Il a été vraiment... Ou comment qu'ils les ont eus? Ils ont attendu l'intervention de l'aviation. Oui, oui, l'appui de... L'appui de l'aviation. Sinon, ils n'auraient pas pu les... Oui. D'ailleurs, elle meurt en leur jetant une dernière grenade à la figure. Exactement, une dernière grenade. En criant « Vive l'Algérie ». Oui, oui. Monsieur Soufi, vous évoquez dans votre préface, concernant ce travail de mémoire, en ce qui concerne le combat des femmes, que le nombre de témoignages est inversement proportionnel au rôle primordial qu'elles ont joué. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour le promouvoir encore plus? C'est vrai qu'elles n'ont pas... On n'a pas beaucoup de livres sur ça. Comme on n'a pas accès aux archives, donc notre source première, ce sont les témoignages. Oui. Les témoignages... Qui sont d'ailleurs bien plus précieux. Alors moi, j'ai eu une chance. J'ai eu ce privilège... j'ai même pas réfléchi quand elle m'a demandé. J'ai réfléchi une chose, est-ce que je vais être capable de faire quelque chose? Voilà, quand Madame Chlali m'a appelé, pour autant qu'il m'en souvienne, l'encouragement de Sissafar Allah yarhamou, oui, là aussi, ça a été très... Et puis à partir de là, c'est vrai, et en lisant d'autres livres, j'ai découvert le Malg. Oui. J'ai découvert le Malg. Ça m'a permis d'essorer ma tête et de sortir toutes les scories, de voir certains lieux communs, de voir autre chose. Bon, j'ai découvert un personnage, vous voyez, comme quoi à partir d'un... Oui. Bah de l'histoire réelle, là, celle qu'on écrit entre guillemets par le bas. Oui. Voilà. Donc ce personnage et surtout d'autres personnages qui mériteraient aussi... bon là, on en a 5, 6. On en a 6. Hein, et sur ces 6, il n'y a qu'une seule qui a écrit. C'est ça? Oui. Évidemment, Limetullah yarhamhum. Certes. Oui. Il y a quelqu'un d'extraordinaire aussi, mais elle a seulement parlé, elle n'a pas écrit. C'est votre camarade Awali, oui. Awali, oui. Elle a parlé avec Malika Hajjaj. Malika Hajjaj, avec oui. Malika Hajjaj, pour vous dire, voilà, une photo, ce qu'elle nous sort comme événement. Absolument. Mais Oui. moi, surtout, je suis allé vers une autre piste que vous avez évoquée, À savoir l'archéologie de la guerre de libération nationale. Ça n'existe pas. Si on ne pense pas à les marquer d'une pierre en or, ces hôpitaux, ces grottes, un peu partout. Et à en faire ce qu'appelle Madame Chlali, à en faire des musées. Ah ben, oui, oui, oui. Au moins dire... Pardon. Alors, pardon, je termine. Allez-y, allez-y. Au moins, on sait que l'Akfadou, le PC d'Amirouch Allah yarhamou, il est marqué. Oui, Il est marqué. Mais les autres PC, on ne saura pas trop où Exactement. ils sont. Mais dans la mesure du possible. Mais surtout, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne fait rien pour savoir. Pour savoir, oui. C'est ça qui est dangereux. Oui. C'est-à-dire qu'on avait une agence d'archéologie, bon, là, peu importe, on a un centre de recherche en archéologie, mais qui ne s'occupe pas de la période contemporaine, à mon avis. Oui. Et je souhaite très fort avoir complètement tort. Mais je m'inquiète. Je lis les journaux pour voir, ah oui, on a découvert des cadavres, mais ne les déterrez pas, vous n'êtes pas spécialiste. Exactement. Bien sûr. Il faut laisser la place aux spécialistes pour qu'on sache de quand ils datent ces cadavres. Est-ce que ce sont, etc. J'ai eu une amie, 2 amis chercheurs qui travaillent dans les Aurès, 2 dames, et dès qu'elles découvrent quelque chose, elle ne peut pas ne pas m'appeler. Bon là maintenant, depuis quelque temps, elles ne peuvent plus sortir.
Enfin, elle m'appelle, elle m'a dit, voilà, on a découvert qu'il y avait un puits, je ne sais pas trop où, je ne connais pas les Aurès, hein, j'ai traversé, mais... et ce sont des femmes d'aujourd'hui, bon, mais ça ne s'est pas passé en 2017, ça s'est passé en 1900, je crois qu'en 1980, qui sont descendues dans le puits pour retirer ces cadavres. De qui? De femmes. Oui. Ben, j'espère en tous les cas que cette émission aura, à son humble niveau, contribué à sensibiliser sur cette nécessité. Le mot de la fin, Madame Chilali? D'ailleurs, bon, je reviens toujours sur le commandant Farraj, Allah yarhamou. Quand on est passé dans sa zone, il nous a montré un lieu secret. D'ailleurs, vous êtes les premiers à venir. C'est un hôpital, sur en bas de la montagne, le flanc de la montagne. Il y avait une petite rivière qui passait. C'était un miracle. Et c'était le poste secret de Farraj où il y a les grands blessés. Oui. Les grands blessés quand ils font des opérations ou les grands blessés qui voulaient acheminer vers les bases arrières. Et c'est lui qui a eu l'idée, c'était un homme d'une intelligence incroyable. Oui, un fabuleux organisateur. Il nous a dit, cet hôpital, ma fille, à l'indépendance, ça sera le musée de la wilaya de Belabès. Madame Chilali, tout cela et bien d'autres détails encore passionnants se retrouvent dans votre ouvrage « Une femme au maquis », paru en 2018 aux éditions ANAP et que je ne saurais suffisamment recommander. Madame Chilali, ce fut un plaisir et un privilège de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Le plaisir est pour moi. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour découvrir d'autres aspects encore d'une histoire trop peu connue, oui. Autant que malgré toute l'attention qu'on peut y porter. Oui. Merci encore, Madame Chilali. Je vous remercie. Monsieur Soufi, merci pour vos lumières. C'est toujours passionnant de vous écouter et pour votre sympathie, votre bonhomie. Quant à vous, mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre et qu'ainsi, j'aurai moi aussi le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. À très très bientôt. رفضت السلاح لبست لباس المجاهدين وكانت في الجبل Les mots et même les images sont pauvres quand il s'agit de décrire ces moments. ما ننساش الشهيد كي خرجوا هذيك في راسي ما كاش الزف نتاعو والخوا خلينا خواتاتنا نشوفوا فيهم بصح حاجه اللي ما ننساهاش عمري ما ننساها الشهيد الاخراني اللي داوه اسمه عبد القادر من البليده. C'était nos frères de lutte qui tombaient et c'était vraiment pas tolérable. Zizou l'a très bien exprimé d'ailleurs. Il y avait non seulement c'était surtout un sentiment d'impuissance. C'est absolument horrible de penser qu'on prend un de ces êtres qui nous étaient proches et chers, qui avait mené la même lutte que nous, et que délibérément on allait l'exécuter comme ça à l'aube, et qu'on n'y pouvait rien. Et que c'était irrémédiable. C'est vraiment ce qu'il y a d'atroce, je crois que c'est ce sentiment d'impuissance. Jamais on s'est senti en prison, jamais on s'est senti enfermé comme ces jours d'exécution. On voulait que le frère ou les frères aient le son de notre voix et surtout qu'ils sachent qu'on était là. Et de toute façon, à ce moment-là, toute la Casbah savait qu'il y avait des exécutions. حنايا حاجه كي يهضر معنا حاجه نقول ملي تهمنا سي نوتر الجيري ليبري انديبوندون تقطعوا رسالة 4 يجوا 20 واحد اخرين. Vous avez condamné les femmes, il y aura toujours les femmes. Vous avez condamné les deux Jamila, il y a eu le Johra Krour au Béa Hossein. Après il y a eu Jacqueline, il y a eu Zahia. Après il y a eu nous, on a 3, il y a eu la grâce. نتاع الجوفرنمون اللي من عندهم قلنا لهم ما نوروش اللور l'Algérie libre et indépendante. C'est هذه الحاجة اللي تهمنا. Que l'Algérie libre vivra, Inch'Allah.